Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Nous allons parler de l'actualité, notamment des quartiers difficiles, mais surtout des solutions qui existent dans les quartiers difficiles et qui sont organisées par un certain nombre de maires. Nous allons parler aussi de politique, de la campagne électorale, avec un certain nombre de candidats qui se tirent peut-être des balles dans le pied, certainement à gauche, peut-être à droite. Et puis on parlera aussi de la situation sanitaire en posant cette question, faut-il confiner les non-vaccinés? Pour parler de tous ces sujets, Catherine Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Chanteloup-les-Vignes. Vous êtes aussi la présidente d'Activity, qui s'occupe de l'emploi notamment. L'insertion sur le l'insertion dans les quartiers difficiles. Et vous faites partie de ce Conseil national des solutions dont on parlera dans quelques instants, justement, qui s'intéresse à ces quartiers de la politique de la ville, quoi. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours éditeur. Toujours. Et même Pascal Jawel publie chez vous. Voilà, Pascal Jawel publie chez nous. Et ça, c'est assez rare. On en fait assez peu, c'est un polar, et c'est un polar dans une langue très très verte. Enfin, faut maîtriser son Antonio. Voilà. C'est bien. Oui, c'était très marrant, très, très drôle. Et ça se passe en Normandie, à Rouen. Très bien. Ah oui, parfait. Oui, c'est très amusant. Geoffrey Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Versailles et secrétaire de la conférence du stage. Toujours également. Et toujours également. Et Quentin Demers, bonjour. Vous êtes étudiant, mais aussi conseiller municipal de Guyancourt, conseiller municipal PCF. Voilà. Alors, et Vincent Couronne. J'allais oublier les... Bonjour. Les absents, toujours peur. Alors, Vincent Couronne a dîné hier avec Jean Castex. Et voilà pourquoi il est resté. C'est la version officielle. C'est la version officielle. Vincent Couronne, vous êtes docteur en droit, vous êtes enseignant, vous êtes journaliste et vous êtes le fondateur des Surligneurs, ce groupe qui teste les idées, notamment répandues en politique, pour voir si elles sont applicables ou pas. Exactement. Bonjour à tous. On va commencer par le premier sujet. Je voudrais qu'on revienne sur ce Conseil national des solutions. Ça va être le premier thème de cette émission. Alors, il faut dire qu'il y a 4 ans, il y a eu un appel qui s'appelait l'appel de Grigny, qui a été lancé par une centaine de maires dont vous étiez. C'était quoi cet appel de Grigny ? C'était attirer l'attention du gouvernement après ce qu'on a appelé l'été meurtrier 2017, où il y avait diminution importante des APL et une diminution très importante des financements de la politique de la ville. Appeler l'attention du gouvernement sur nos quartiers, et sur l'idée qu'il fallait de nouveau un vaste plan, la cohésion de l'ensemble des acteurs pour retrouver un petit peu de vie dans nos quartiers, et puis surtout pour essayer de les sortir de ces situations que nous, maires, ne considérons pas comme définitives, loin de là. Et donc ça a commencé en 2017, l'appel Borloo, la loi Borloo, les textes Borloo, tout le monde s'en souvient, tout le monde se souvient aussi de la façon dont la poubelle a récupéré le dossier. Et puis il y a eu un temps plus ou moins mort avec quelques reprises d'un certain nombre de nos préconisations. Je vous citerai par exemple les cités éducatives, mais pas que, mais d'une façon assez discrète. Et puis de nouveau l'appel de 200 maires, ça c'était l'année dernière au mois de novembre. Et l'idée c'était de dire plan de relance massif pour la France, tout à fait d'accord, mais on sait très bien, nous, parce qu'on en a l'habitude, que si on ne cible pas particulièrement des actions sur nos quartiers, eh bien les habitants de nos quartiers ne bénéficieront pas de ce plan de relance. Donc une mobilisation massive, et puis quelques attentions, et de là, et tout ça, c'est une façon de penser, c'est une nouvelle façon de faire, et de tout ça, nous sommes quelques-uns, associations, maires, à avoir décidé d'inverser le fonctionnement, et de dire, on n'attend plus que ça tombe du haut, on montre, parce que vous savez, plus on est en situation difficile, plus on a une intelligence collective et on a du savoir-faire collectif, et qu'on montre qu'il y a un certain nombre de solutions qui marchent sur certains quartiers, que les maires eux-mêmes accompagnent, et qu'ils doivent être regardés un peu avec une vision plus nationale, c'est-à-dire ce qui marche à un endroit, à partir du moment où c'est évalué, déclinons-le différemment. D'où ce Conseil national des solutions. C'est ça, c'est-à-dire des solutions qui sont déjà expérimentées dans un certain nombre de villes, qui peuvent être expérimentées un peu partout et qui, au fond, vont peut-être influencer. Peuvent trouver une valeur universelle. D'autant plus que le savoir-faire entre nous et l'habitude entre nous de partager ces petites ou moyennes solutions qui marchent, fait que naturellement, nous les déclinons de ville en ville, entre amis, entre associatifs qui se connaissent, voilà.
Et donc, ce Conseil national des solutions, c'est ça. On arrête de faire de la politique qui tombe du haut en bas. On s'aperçoit que, quel que soit le territoire et quelle que soit éventuellement sa difficulté, il y a des solutions intelligentes qui sortent, mais qui viennent de cette intelligence collective d'absolument vouloir faire du positif sur nos quartiers. Et notre premier sujet, ça a été le sport. Alors, voilà, c'est un des grands sujets, hein, oui. Pourquoi le sport? Parce qu'on a quand même été témoin, on l'a vu très récemment, que le sport 2024, c'est-à-dire dans 2 ans, ça va être ce qui peut fédérer les JO, tout ce qui peut fédérer la France. Et il faut surtout pas, alors qu'on a quand même été témoin qu'un certain nombre de nos grands champions sont issus de nos quartiers, il faut surtout pas que toute cette énergie autour du sport des JO 2024 passe encore à côté de nos quartiers populaires. Et donc l'idée du sport au service de la République, c'est accrochons ce formidable événement et faisons ensemble un projet porté par les quartiers qui bénéficie à tous, mais surtout aux habitants de nos quartiers. Et c'est vrai qu'il y a aussi les valeurs du sport. Il y a le travail, il y a la persévérance, il y a absolument. On n'est pas du tout dans la solidarité. On n'est pas du tout dans le sport élitiste dans notre lecture, mais pas du tout. Non, c'est quelque chose qu'on essaye de ne pas décliner chez nous. Non, on n'est pas dans un sport élitiste, on est dans les valeurs du sport et qui peuvent se décliner à tous les temps de la vie. On est très attentif. Il faut par exemple remettre le sport à l'école. Le sport à l'école, c'est un parent pauvre. Or, il y a du savoir-faire sur nos territoires, c'est-à-dire il y a du savoir-faire d'enseignants, mais pas que. Il y a du savoir-faire de nos éducateurs sportifs, il y a du savoir-faire des associations sportives, et personne ne se met autour de la table pour donner à ce temps élémentaire du temps avec la valeur sport sur lesquelles moi je suis persuadé, parce qu'on le voit très régulièrement, un gamin qui a des difficultés scolaires, il peut être un sportif et du coup il ne se regarde pas, il n'est pas regardé par les autres de la même façon. C'est aussi la façon de d'être regardé par la façon de vivre avec son corps. C'est le sport santé à tous les âges, parce que c'est aussi la façon de vivre avec son corps. À la fois qu'on soit tout petit ou qu'on soit senior, le sport, c'est aussi une autre façon de se mouvoir. Et puis, on y tient beaucoup, c'est le sport insertion. On est quelques territoires, et je vous en ai déjà parlé ici, on est quelques territoires à avoir développé avec le département ce qu'on appelle les coachs d'insertion. Et c'est la même chose. Quand on est adolescent, qu'on est un peu paumé, qu'on ne sait pas vers quel emploi aller, et qu'on décline du sport parce qu'on fait partie d'un club, eh bien, tous les éducateurs sportifs de ce club et des nouveaux métiers qui sont les coachs d'insertion par le sport peuvent vous faire décliner ces compétences que vous êtes capable de développer dans le sport et vous les faire décliner vers un emploi et un emploi durable. Et là, vous êtes reconnu. Ça marche. On est quelques villes à avoir depuis 2 ans à porter ce dispositif. Le département le soutient. Ça existe maintenant dans plein de départements et on sait que c'est à la fois un nouveau métier et une nouvelle façon de faire de l'approche vers l'emploi par l'intermédiaire du sport. Oui, tout ça est lié. Hein. Tout ça est lié. Et il y a beaucoup notamment de dojos qui sont... Alors, on est après, je vous en ai pas parlé, mais effectivement, le sport, ça se fait obligatoirement avec des structures sportives. Effectivement, il faut décliner plus de choses que quand on fait un club de belote, on est d'accord. Mais néanmoins, on peut aussi avoir cette intelligence de partage. Et on s'aperçoit qu'il y avait un certain nombre de fédérations qui maintenant sont capables de développer des nouveaux lieux de sport avec beaucoup moins de demandes de moyens et beaucoup plus de solutions de partage. Et ça aussi, on est aussi dans une espèce d'économie de structure. C'est à la fois faire des complexes, faire des endroits où on peut faire du sport, certains sports le réclament, et puis savoir partager sur certains sports. Les dojos, c'est cette volonté de la fédération, c'est pour ça qu'on a travaillé avec la fédération de judo, c'est la capacité de mettre dans plein de lieux l'approche du judo et ne pas attendre qu'on construise un énorme complexe sportif, mais on peut le faire dans des rez-de-chaussée d'immeubles, on peut le faire à plein d'endroits et on peut surtout partager ces lieux. Et ces 1000 dojos, c'est aussi la façon d'accueillir, enfin de faire connaître une nouvelle discipline chez nos jeunes, puisque c'est aussi un des sujets de nos quartiers, c'est qu'en fait, ils sont tournés vers 2-3 sports, mais pas tout. Et on a le devoir de leur faire connaître plein de sports, mais c'est aussi la capacité de les accueillir par l'intermédiaire, justement, parce qu'il y a des éducateurs qui viennent, par l'intermédiaire de ce qu'on peut décliner dans le judo et de les amener aussi vers l'emploi. Et vous avez été entendu par l'État, puisque on parle de la création de 5000 équipements, d'une dotation de 200 millions de... On a été un petit peu entendu par l'État juste avant ce Conseil national des solutions, puisqu'effectivement se déclinent des moyens pour faire des terrains de sport de proximité. Donc ça, c'est la première chose, parce que tous ces territoires en ont besoin. Mais vous avez vu que ça n'est pas les seuls lieux qui sont importants, c'est aussi l'accompagnement.
Oui, c'est aussi l'accompagnement. Et il faut dire que, oui, c'est un travail formidable des maires. Alors, vous êtes tous des maires assez formidables dans cette association, mais il y a aussi parmi vous un qui a été élu meilleur maire du monde. Hein, donc, et on n'en est pas fiers. Voilà. Parce qu'il dit bien lui-même qu'en fait, il a été... on peut dire Alors, c'est Philippe Rio, maire de Grigny. Et il dit bien que c'est en tant que maire de banlieue, qu'il a été reconnu meilleur maire du monde. Mais c'est vrai qu'on est assez fiers parce que c'est aussi tout le travail de ces maires de proximité qui s'appuient... C'est international, alors, pour le coup. Ah oui, une organisation internationale. Ouais. Mais c'est tous ces maires de banlieue qui s'appuient sur le terrain associatif, sur les habitants, pour essayer de faire avancer un peu nos quartiers et leurs habitants. Et ça, c'est vrai que c'est une nouvelle. Peut-être, Quentin, vous êtes le conseiller municipal. C'est ça que moi je peux être que fier que ce soit Philippe Rio qui soit élu maire, donc un maire communiste en plus, même s'il n'y a pas que les maires communistes qui sont reconnus dans leur travail, notamment les quartiers populaires. Mais c'est vrai que dans ce Conseil national des solutions, on trouve des maires de toutes tendances politiques. Ou presque. Oui, ou presque. Oui, peut-être pas. Voilà, vous m'avez compris. L'extrême droite n'est pas la bienvenue. C'est vrai que je pense que derrière Philippe Rio, il y a aussi toute une tradition. Alors c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans les mouvements socialistes et communistes, ce qu'on appelait le socialisme municipal, le communisme municipal, et après que d'autres maires aussi se sont appropriés. C'est le fait que la mairie reste une entité très importante du service public et qu'on apporte beaucoup de services publics aux populations, à travers aussi le soutien aux associations, à travers l'aide aux vacances, à travers plein d'aides qui n'existaient pas en tout cas avant que l'État les prenne en main. Et donc du coup, c'est vraiment cette idée, je trouve, de mettre en avant l'audace des maires locaux, leur envie de faire. Et quand ils ont les moyens de faire, ils peuvent faire des choses incroyables. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire aussi, l'État, dans sa relation avec les collectivités, il y a un petit problème actuellement, c'est que il a tendance quand même à imposer l'austérité aux collectivités, à passer toujours plus en plus vers les appels à projets et à mettre sous tutelle petit à petit les budgets des collectivités. J'ai envie de dire à l'État, il faut de la confiance. Il faut de la confiance et donc il faut redonner du budget aux collectivités et du budget qui ne soit pas forcément contraint, fléché par les appels à projets qu'il peut organiser, qu'il donne par la dotation... la DGF, ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom de ces dotations globales de fonctionnement, plus aux collectivités pour qu'elles puissent d'elles-mêmes, en fonction de leur territoire, agir au plus près. Et c'est vrai qu'on voit une nouvelle répartition, enfin, je sais pas du pouvoir, mais enfin en tout cas des initiatives. Ça a été vrai aussi avec la crise sanitaire. On a vu comment les maires se sont emparés. Parfois des manques de l'État ou des difficultés de l'État ou des lourdeurs de l'État pour agir. Là, c'est pareil dans les quartiers. Hein. C'est un peu ça aussi. Ah oui, absolument. Dans son discours à l'AMF, M. Léniel a dit une chose très évidente. Pendant le temps du Covid, l'État a fait ce qu'il pouvait et les maires ont fait le reste. C'est exactement ça. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait d'abord parce que tout le monde était tétanisé devant cette nouvelle situation, et puis parce que c'était une suite de difficultés individuelles. Et qui voit mieux les difficultés individuelles qu'en fait que les acteurs locaux, hein, à la fois les associations avec lesquelles on a beaucoup travaillé, puis les maires. Et tous les maires ont retroussé les manches et ont été avec tous leurs élus, pour aller au plus près de ces difficultés. Parce que le temps que les dispositifs nationaux retombent sur les territoires, ça a été 2 ou 3 mois, et 2 ou 3 mois, ça a été 2 ou 3 mois de grande précarité, de grandes difficultés. Mais vraiment, on a vu. Le Covid, ça avait été une évaluation en temps réel de ce qu'on était tous capables de faire ou de ne pas faire. Et d'une façon générale, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce sujet, c'est vrai que on voit que l'importance de ce qui se passe sur le terrain maintenant, ça prend une importance. C'est vrai qu'on n'attend plus tout du sommet de l'État, et c'est quand même un progrès, même si parfois on est plus dans la déconcentration que dans la décentralisation. C'est un des reproches qu'on fait à Emmanuel Macron, mais c'est vrai que c'est une nouvelle façon de gouverner, peut-être de comprendre les réalités de ce que vivent les Français. Là-dessus, non. Oui, non, mais tout ce qu'a dit Madame est frappé au coin du bon sens, comme on dit. Donc, on ne peut pas. Non, la seule chose qui m'étonne un peu, c'est le slogan, le sport au service de la République. Je ne comprends pas trop. Non, mais voilà, c'est le même. C'est mon avis, mais voilà, je vois pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas du tout. Mais je sais pas, au service de tous, au service mais le sport au service de la République, franchement, je suis perplexe. Il y a des valeurs dans le sport, non? Non, mais bien sûr qu'il y a des valeurs dans le sport, mais et vous allez voir que les valeurs, par exemple, avec les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est aussi une chance.
pour les quartiers, pour le fait que tout le monde aille un peu dans le même sens, pour la solidarité, pour l'effort, voilà. C'est le sport au service de toutes les valeurs républicaines, à la fois les valeurs d'équité républicaine, de fraternité. Non, je ne dis pas du voilà. tout que le sport n'est pas républicain. C'est la Si, formulation. vous allez dire. Non, c'est la Non, mais c'est vrai formulation, qu'il y a- la formulation que je trouve bizarre. Le sport au service de la République. Il y a Voilà, quelque chose d'élitiste parfois dans le sport qui pourrait en effet être contre les valeurs républicaines d'égalité, mais on va pas faire un débat. À moins que Vincent Courotte voulait intervenir dans un débat philosophique sur la valeur du sport. Alors, est-ce que le sport est certainement républicain? Est-ce que la République est sportive? C'est peut-être encore un autre sujet. Je pense que la République française elle manque peut-être un petit peu d'appétence pour le sport. Et bon, je veux pas me lancer dans ce débat-là, mais en tout cas sur le pouvoir grandissant des maires, je pense que il y a quand même. Alors oui, il y a eu des vagues de décentralisation, donc c'est normal que le maire en fait soit plus, comment dire, ait plus de pouvoir aujourd'hui qu'il n'en avait auparavant, même si effectivement tout ça a été relativisé parce que ces décentralisations sont souvent en fait assez contraintes pour les maires. Mais je pense qu'un des éléments centraux de ces dernières années et de ces derniers mois même qui montre peut-être plus les maires ou qui les met plus en avant, c'est par exemple des éléments comme le plan de relance. Et le Conseil national des solutions le montre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État dépense énormément pour soutenir l'investissement, y compris dans les collectivités, etc., eh bien, les maires s'organisent pour pouvoir capter une partie de ces financements-là. Donc, c'est pas anormal aussi qu'on voit aujourd'hui des alliances de maires, que ce soit ceux du Conseil national des solutions, que ce soit les maires aussi qui ont fait une lettre de soutien à Emmanuel Macron il y a quelques jours, etc. Donc, c'est pas... Voilà, je pense qu'il y a la question financière aussi qui n'est pas très éloignée de cette meilleure visibilité des maires aujourd'hui, et c'est tant mieux, probablement. Un mot là-dessus non, on peut passer au sujet suivant. Oui, Condat. À la fois, il y a la contrainte pour moi financière qui fait à relativiser dans le pouvoir des maires, et aussi la question des intercommunalités, où finalement les maires, qui sont pourtant en première ligne, n'ont pas forcément autant de pouvoir, alors surtout quand on est minoritaire dans une agglomération. Ah oui, vous êtes... Oui, mais on aimerait pouvoir travailler sur un plan d'équité entre tous les différents maires, et des fois on a un peu l'impression... Les maires d'opposition et le maire de Guyocco, je crois, est vice-président de la... Oui, vice-président, ça veut dire qu'on essaie de travailler au mieux, et c'est pas pour autant qu'on réussit à travailler sur tous les sujets. Il y a toujours une opposition, ça. Oui, c'est sûr, mais non. C'est des gagnants et des perdants. C'est le principe démocratique, sauf que le maire aussi est élu dans sa ville, qu'il est aussi légitime dans sa ville, et qu'il faudrait aussi qu'il ait du pouvoir. Ce qui est vrai, sans doute, c'est que, et le Conseil national des solutions le prouve, c'est que il y a un certain nombre de solutions qui dépassent les clivages politiques, quoi. Enfin, voilà, une chose comme disait Jean-Charles, de bon sens, quoi. Et puis je pense qu'il faut changer le propos. Les maires ne cherchent pas à avoir du pouvoir, ils cherchent à avoir la liberté d'agir, et c'est pas du tout la même chose. Et ils ne cherchent pas toujours des moyens financiers que la capacité de pouvoir faire. Et je pense que si on reste toujours dans cette définition de le maire veut le pouvoir, le maire veut de l'argent, non seulement on va un peu lasser les concitoyens, mais en plus on ne les fera pas adhérer vers une nouvelle façon de prendre son destin en main. C'est un peu ce qu'on cherche, nous. Accompagnons les associations qui prennent déjà leur destin en main pour porter un certain nombre de valeurs et d'avancer pour nos habitants. Donc je pense qu'il faut inverser la façon de penser, y compris pour les intercommunalités. Les intercommunalités, ce gros machin, effectivement, qui est entre la ville et le département. Eh ben, ce gros machin, nous en sommes tous responsables parce que nous en sommes tous des acteurs. Donc à un moment donné, on ne peut plus continuer, peut pas toujours continuer à dire que les intercommunalités, elles et nous, non, nous sommes. Qu'est-ce que nous en faisons et comment on répartit les différentes capacités d'agir? C'est pour ça qu'une intercommunalité doit défendre pour moi l'intérêt général du territoire avant des fois d'être dans des logiques politiciennes. Il faudrait vraiment qu'on puisse travailler globalement sur tous les sujets dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nos citoyens, quelles que soient les couleurs politiques. C'est de toute façon, pour tenir un propos assez concis, c'est la grande spécificité des maires. En réalité, vous êtes beaucoup plus porté par une action que par une doctrine. Un maire, c'est davantage ancré sur ce qui va se passer dans son territoire que propre à porter la parole d'un parti qui finalement a un aspect plus centralisé et qui se répercute beaucoup moins aisément sur un territoire. Vous êtes beaucoup plus
en marge de ces combats politiciens. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'action et c'est ce qui se passe quotidiennement dans vos communes. Et c'est vrai que la France, c'est à la fois une centralisation, mais c'est surtout des spécificités territoriales, et ça, c'est vous qui l'incarnez le mieux. Tout à fait. Quel que soit le courant politique, et au-delà Oui, tout même. à fait. Et au-delà même. Ah, mais après cette belle C'est plaidoirie, beau. on va passer peut-être à la campagne électorale, mais on va rester avec les maires, puisqu'il y a eu cette élection du nouveau président de l'Association des maires de France. Oui, il y a deux événements qui concernent les maires et qui sont peut-être liés, probablement liés à la campagne électorale. Il y a l'élection de l'Association des maires de France, de David Lisnard, le maire de Cannes, qui était LR, qui était le successeur de François Baroin, hein, qui était jusque-là le président, qui a été élu contre un maire qui s'appelle M. Laurent, qui était UDI, dont on disait qu'il était le candidat d'Emmanuel Macron. On l'a dit. On a dit que ça il vous était pas... honnêtement plus Macron-compatible que... C'est-à-dire que qu'Emmanuel Lisnard. Macron, c'est la première fois que je vois dans une assemblée que le président félicite plus le perdant que le gagnant. Mais bon, ce qui quand même peut laisser des traces. C'est assez sportif, l'important c'est de participer, Ah, ça devrait vous plaire. C'est une victoire assez nette, hein, de David Lisnard. Maintenant, il y a quand même 13 personnes de la liste de M. Laurent qui rentrent dans les instances nationales, hein, de l'AMF. Donc il y a aussi un équilibre qui se joue là-dedans. Alors après, tout ça va se calmer. Il ne faut pas oublier que c'est pas seulement un président qui est élu à l'AMF, c'est un groupe, hein, c'est à la fois un bureau et un comité de directeurs dont vous verrez que toutes les sensibilités sont représentées naturellement, et ça depuis des années. Donc ça va se décliner un peu différemment. Enfin, je pense que très rapidement, tout le monde arrivera à une espèce de consensus. D'ailleurs, traditionnellement, la première prise de parole, juste avant la parole du président de la République, est généralement voté par l'ensemble du comité directeur. Ça a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire le propos de M. Léniel a été voté à l'unanimité. Ça veut dire que... qui est du PS, Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que déjà, les maires sont capables de savoir parler d'une façon un peu uniforme, en tout cas lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de leurs habitants. Voilà. Et c'est important, cette association des maires. À quoi elle sert? C'est très important de se retrouver, de partager, d'être accompagné, d'être formé. Vous savez que maire, c'est malheureusement, c'est une fonction et ça devient un métier. Mais il faut aussi qu'on soit en capacité de partager. On est très formidablement accompagné dans les formations, dans les partages à la fois de savoir, quelquefois de désespérance et quelquefois aussi de bagarre. Hein, voilà, les maires sont aussi là pour de temps en temps faire entendre leur voix. Et toutes les associations de maires, celles qui sont généralistes, comme l'AMF, qui représente quand même énormément de maires, comme celles qui sont spécialisées, hein, sur des territoires, parce que moi je suis vice-présidente de l'association Ville et Banlieue, qui dit bien son nom, elles ont cette capacité à accompagner tous les maires dans leur exercice au quotidien. Et alors, dans le même temps, ou juste après, en tout cas, il y a eu un appel qui est paru dans le JDD de 600 maires, dont Christian Estrosi, mais dont aussi sur le territoire Carl Olive ou Arnaud Péricard, à soutenir Emmanuel Macron pour un deuxième mandat. Édouard Philippe, évidemment. Mais ça, c'était moins étonnant. Est-ce que les maires vont peser dans la campagne électorale? On parlait tout à l'heure des territoires, c'est intéressant, parce que est-ce que justement les territoires vont peser dans cette campagne électorale, à votre avis? Je vous redonnerai la parole après, mais... Je pense que oui. En tout cas, c'est important pour un candidat à la présidence, alors fût-il le président sortant ou fût-il un autre candidat, d'avoir le soutien des maires, parce que ça rejoint finalement ce que je vous disais précédemment, ce qui montre que je reste un petit peu cohérent dans mes propos, c'est important. C'est que en réalité, les maires étant les hommes de territoire et d'action, savoir qu'un président peut compter sur cette base, enfin qu'un candidat peut compter sur cette base, ça me semble être politiquement très important. Et aussi, étant donné que parfois vous sortez même de cette coloration politique, un président qui peut avoir le soutien de personnes qui n'ont pas justement une coloration spécifique politique, finalement, c'est être assimilé soi-même à des personnes, à des hommes et des femmes d'action. Et ça, je pense que pour un décisionnaire politique ou un candidat, c'est extrêmement important. Je ne sais pas, vous l'avez signé là? Non. Hein,
Mais il y a deux termes qui reviennent dans la tribune qui a été publiée. C'est le terme d'un lien de confiance qui s'est établi avec le président de la République, et c'est aussi l'idée qu'il faut un temps long pour faire des choses. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ces deux arguments. Mais non, mais je pense que on a tous, voilà, donc c'est une décision de 600 maires, voilà. On est dans une campagne présidentielle, Oui. mais je pense qu'on a tous, surtout avec les associations dont on fait partie, on a tous à interpeller l'ensemble des candidats sur un certain nombre d'actions et de relations. Voilà, si on interpelle tous les candidats, je pense que, moi, à titre personnel, la plus grande prudence, c'est de ne pas s'afficher pour l'instant, parce qu'il faut absolument interpeller tous les candidats, en tout cas sur les banlieues, pour des prises de position un peu fermes. Et le président de la République actuel, s'il est un candidat, il aura effectivement aussi à répondre à un certain nombre d'interpellations de beaucoup d'associations d'élus. C'est classique. Vincent ? Pardon, non, Jean-Charles ? Beaucoup des signataires sont quand même très Macron-compatibles. Enfin, je veux dire, ils sont tous... Il n'y a pas une... Oui, il y a beaucoup de LR. Voilà, il n'y a pas une surprise politique énorme en disant « Ah, tiens, ils ont signé pour le président Macron ». Voilà, on s'y attendait un peu. C'est très bien. C'est un engagement fort quand même. C'est très bien de le faire. Non, mais c'est tout à leur honneur. Et c'est très important pour le président Macron, qui est quand même très mal implanté, dont la République En Marche est très très mal Il y avait surtout des représentée. reproches qu'on lui faisait beaucoup, c'est de ne jamais avoir eu un poste électif avant de devenir président, d'être un peu hors sol, d'être coupé des réalités. Et là, ces maires disent, non, il y a eu une relation de confiance qui s'est établie un peu avec le temps. Enfin, c'est une position politique, évidemment, de leur part. C'est quand même un caillou de plus dans la chaussure des Républicains. On va peut-être en parler. Vincent, là-dessus, sur cet appel. Ouais, je vais sortir un petit peu mon joker, parce que je trouve que c'est une question très politique. Pardon ? Vous pouvez. C'est une question très politique, et là-dessus, moi, comme je m'exprime en tant que juriste ici, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire sur ces questions-là, sauf que les maires, l'AMF, effectivement, mais ça a déjà été dit, joue un rôle essentiel pour la formation des maires et leur accompagnement. Et je pense que la solitude dans laquelle sont beaucoup de maires, l'impréparation aussi dans laquelle ils peuvent être, et en même temps, ils veulent tous bien faire, bien évidemment. L'AMF joue un rôle absolument essentiel pour les former, les accompagner. Et ça, je trouve que c'est déjà une chose qui est absolument essentielle. C'est tout ce que je dirais. D'accord. Quentin, vous espérez que les maires interviennent beaucoup dans la présidentielle, je suppose. Ce qui est bien avec les maires, c'est qu'en général, ils parlent des vrais sujets, des sujets réels. Ils sont moins dans des attaques politiciennes qui sont très très hauts, très déconnectées des réalités des Français. Donc, si les élus peuvent apporter des vrais sujets au cœur des problématiques des gens, c'est toujours plus bénéfique que des débats hors sol. Oui. Alors, on va parler peut-être des LR, puisque vous disiez que c'était un caillou dans les chaussures des LR. C'est vrai qu'on a vu des débats déjà, trois débats, une sensibilité semble-t-il, très à droite, mais c'est vrai qu'il faut convaincre les adhérents de LR. Valérie Pécresse a fait un meeting au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Ils ont fait un sondage il y a eu un sondage qui a été fait auprès des gens qui assistaient, et on leur demandait quels sont les trois thèmes qui vous paraissent essentiels. Premier, c'était l'immigration. Deuxième, la sécurité. Troisième, l'islamisation. C'est quand même, c'est presque étonnant, non ? Il n'y a pas, je sais pas, l'économie. Ça vous étonne ou pas ? À partir du moment où vous sélectionnez les gens que vous questionnez, fatalement, vous avez des propos qui sont plutôt des sympathisants. Et puis voilà, quelles sont les tranches d'âge, d'où viennent-ils ? Enfin voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir. Non, c'est pas de savoir, c'est d'arriver à emmener les Français vers autre chose que les débats actuels, c'est-à-dire, parce que la réalité, c'est ça, c'est quand même le pouvoir d'achat, c'est quand même la capacité de projeter ses enfants vers autre chose et vers plus que ce qu'on a fait, c'est l'éducation. Enfin, il y a quand même des vrais thèmes qui sont complètement républicains, qui peuvent nous rassembler, plus que les thèmes qui nous sont donnés actuellement dans les médias. Donc j'espère qu'on aura la capacité collective de faire remonter le niveau. Oui, parce qu'après, une fois qu'il y aura un candidat désigné, il va falloir non plus s'adresser aux militants LR, mais à tout le monde. Et ça change peut-être le discours, d'ailleurs. Non ? C'est peut-être les thèmes qui nous sont imposés en ce moment sont peut-être aussi dus à cette
période de flottement où on n'a pas encore l'intégralité des candidats qui sont déclarés, qui du coup imposent certains thèmes parce que les médias aiment aussi aller relayer, mais lorsqu'ils seront tous candidats déclarés, à un moment, ils vont devoir aussi être confrontés à la réalité du programme qu'ils vont vouloir mettre en place derrière. Et là, peut-être, enfin en tout cas, c'est le souhait, à votre instar que je formule aussi, que les thèmes basculent un petit peu plus sur des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus prégnantes et beaucoup plus nécessaires par rapport aux enjeux de notre société qui vont advenir dans les 10 prochaines années. Oui, mais je suppose que, enfin, je sais pas, il doit y avoir quand même des sondages ou des choses comme ça. Je pense qu'après, il faut arrêter d'abord de penser que les médias imposeraient de toutes pièces des thèmes de discussion, de réflexion. Mais je pense que c'est en accord avec les débatteurs. Mais c'est surtout en accord avec ce que pensent beaucoup de gens en France. Et quand Madame veut s'occuper de l'avenir de nos jeunes, est-ce qu'en s'occupant de l'avenir de nos jeunes, on peut faire l'impasse sur le débat sur l'islamisme ? Moi, je ne crois pas. Enfin, ça me paraît intimement lié. Je veux dire, l'avenir de la France, c'est aussi de traiter et de ne pas mettre un mouchoir ou la poussière sous le tapis en disant « Oh ben non, mais l'islamisme, oui, on n'en parle pas, il y a plus important que le pouvoir d'achat. » Non, moi, je pense que c'est plus important de savoir comment la République qui vous est cher s'occupe et de sport et d'islamisme. Voilà, je pense que c'est indispensable et que de dire non, c'est pas le sujet, il faut en venir à d'autres sujets. Personne ne dit c'est pas le sujet. Non, mais je crois pas. Désolé. Non, mais personne ne dit c'est pas le sujet. Mais si, Après, on est en train de dire on va en arriver à d'autres sujets. Ben, pourquoi en arriver à d'autres sujets ? Non, mais on parle de priorité. Est-ce que la priorité des gens qui sont sur le terrain vous disent la priorité des gens, c'est peut-être pas celle-là. Il faudra aussi. La sécurité, c'est pas non plus une priorité alors. Ou même sans que ce soit une priorité, à la limite que ce soit deux sujets qui puissent tout à fait coexister dans le cadre d'une campagne, avec en réalité la même importance. C'est simplement que des sujets qui, à mon avis, en ce moment n'existent pas, puissent émerger dans le débat public, dans le cadre de l'élection présidentielle, sans que pour autant ça relègue ceux qui sont exposés en ce moment à un second plan. Donc cette coexistence, à mon avis, me semble important dans le débat. Mais après, il faut aussi ne pas perdre de vue que économiquement, il n'y a pas un papier à cigarette entre les Républicains et Emmanuel Macron. Donc, je veux dire, de quoi pourraient-ils parler et comment peuvent-ils essayer de se différencier du président, vu qu'ils vont faire la même politique. La majorité, le Premier ministre est issu de leur rang, le précédent Premier ministre était issu de leur rang, les ministres sont issus de leur rang. Je veux dire, quelle est la différence ? C'est pas sur le pouvoir d'achat qu'ils vont se différencier, c'est pas sur l'économie, c'est pas sur le... Alors effectivement, il y en a qui nous parlent d'éoliennes, oui, c'était une bonne idée, bon, voilà, mais sinon... C'est pas sur l'économie qu'on fera un débat entre la droite et Macron. Il y a une question politique, en effet, qui est celle de la désignation du candidat de la droite républicaine, qui se fait devant un congrès de militants. C'est vrai que, par nature, les militants sont toujours un peu plus à droite que l'électorat, donc il faut s'adresser d'abord à eux. Après, il va falloir faire une sorte de grand écart pour s'adresser... Enfin, il faut recentrer la campagne, comme on disait. C'est un peu ça, la technique. On est en train de choisir le Premier ministre, le prochain Premier ministre, en fait, c'est tout. Peut-être, s'il y a une cohabitation. Celui qui va être élu, ce sra le... Voilà. Vincent, il y a là-dessus. Ou alors, peut-être, vous voulez qu'on parle de l'Europe ? Oui, on peut, mais juste un mot sur la question de la désignation par les primaires. La désignation par les primaires, elle par définition, en fait, elle aboutit quasiment systématiquement à désigner des candidats qui sont les candidats d'un parti, des militants du parti, et pas des candidats qui sont amenés forcément à recueillir le plus de voix au sein de la population. Donc, on voit que la primaire, tout un tas de mécanismes de primaire ont échoué ces dernières années, et celle des Républicains connaîtra peut-être le même sort si effectivement la personne qui est désignée n'est pas en mesure de, à la fois s'adresser là comme elle le fait maintenant à ces militants qui sont effectivement souvent plus à droite que l'ensemble de la France, évidemment, parce que c'est le paysage politique est comme ça, et s'adresser aussi en même temps à l'ensemble des Français une fois que la primaire sera terminée. Ça, c'est un grand écart qui ne sera pas facile à faire. Et cela dit, vous avez raison de rappeler, parce que là, on dit c'est les militants du parti, mais si on prend les primaires de 2016, à droite notamment, elles ont qualifié François Fillon, qui était
plutôt le candidat le plus à droite de l'échiquier, hein, des représentants. Or, c'était pas que les militants qui s'exprimaient. Ce qui me gêne un peu, c'est que dans les propos qu'on entend là, on a l'impression que d'être militant, ce serait une tare. Moi, je trouve ça très bien d'être militant. Et je trouve ça très bien que notre ami, par exemple, soit militant, c'est courageux. Et les militants... mais les militants sont les... On peut dire sociologiquement, il y a un positionnement du militant qui est un peu différent. Entre le militant et le sympathisant, il y a une prise de position plus ferme d'un côté que de l'autre, ce qui est un peu normal. Mais moi, je trouve que c'est très bien de militer dans un parti politique. Et on est là toujours à dire, mais oui, les gens s'intéressent plus, les gens vont pas voter, etc. Et on a des militants, et ben c'est très bien. C'est très bien que je partage pas les idées de notre ami, mais je trouve ça merveilleux. Peut-être pas loin. Je trouve ça merveilleux qu'il milite. Et justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu de me dire, c'est quand même triste que dans une droite qui se dit républicaine, les sujets qui leur importent le plus, c'est encore une fois l'immigration, c'est encore une fois des questions comme ça. Enfin, on a beaucoup parlé de Gaulle il y a quelques semaines. Je crois pas que dans le gaullisme, on retienne du gaullisme la lutte contre l'immigration et choses comme ça. On retient une droite qui était un peu plus sociale. Pas différente aussi. Le contexte historique est un peu différent. Quoique, s'il avait été pour l'Algérie française, il y aurait beaucoup une vague d'immigration. C'était avant tout une droite qui s'occupait des questions sociales aussi, hein, qui s'occupait du travail. Oui, après, les périodes changent. C'était le compromis de l'après-guerre entre gaullistes et communistes. On avait une France sociale qui allait être construite. Et moi, j'ai envie de rappeler un petit peu ce problème du CNR et rappeler à la droite qu'il y a eu le CNR, que c'était un bon programme, que c'était le moment où la France était la plus grande. Et s'ils aiment vraiment la France, Conseil national pour la résistance. S'ils aiment vraiment la France, je pense qu'il faudrait revenir sur les grands principes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans cette droite-là, il y a beaucoup d'une droite extrêmement libérale. Il y a une droite qui a cassé beaucoup les bijoux de famille de la France en privatisant beaucoup d'activités, en voulant criminaliser toujours les plus pauvres, en voulant criminaliser l'immigré, là où les vrais problèmes ne sont pas là. Donc j'aimerais qu'il retourne un petit peu aux sources de 45. C'est une position politique. Certains pourraient vous dire non, il y a des causes et des conséquences. Jean-Charles vous dirait les vrais problèmes sont mais c'est comme dire, pour moi, combattre l'islamisme dans les quartiers, ça passe aussi par plus de république dans les quartiers, ça passe par le sport, comme on l'a dit, ça passe par l'éducation, ça passe par une république qui prend soin et qui est... Mais ça passe peut-être par... Parce qu'on parle beaucoup de l'immigration, je ne suis pas sûr que la question de l'immigration soit une question centrale, d'ailleurs dans les chiffres, mais peut-être que la question de l'intégration est une question beaucoup plus forte. Et c'est vrai qu'elle est laissée un peu de côté, parce qu'on parle beaucoup des chiffres de l'immigration qui sont pas... je crois qu'il y a 30 000 personnes immigrées de travail qui sont venues en 2020. C'est pas énorme. Après, c'est comment les intégrer. La vraie question, c'est celle-là. C'est peut-être plutôt celle de non, il me semble. Mais bien sûr, c'est la question de à partir du moment où un certain nombre de gens sont en France en situation régulière, hein, puisque on est à peu près tous d'accord pour faire respecter la loi, c'est de dire quelles chances est-ce qu'on leur donne les mêmes chances qu'aux autres. Est-ce qu'on ne les met pas dans des situations tellement compliquées qu'en fait, on sait déjà qu'on va contribuer spontanément à ce qu'ils ne s'intègrent pas et ce qu'ils ne réussissent pas et leurs enfants non plus. Et il y a un sujet, moi, qui m'est absolument, sur lequel je suis absolument incontournable, c'est le sujet du peuplement. Parce que regardez ce que fait la France. Moi, je veux bien qu'on crie maintenant sur l'immigration, enfin, dire, que ce soit le sujet thème, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis des années ? Que les populations entrent sur le territoire d'une façon régulière, mais qu'elles soient, et en Ile-de-France c'est particulier, qu'elles soient toujours concentrées dans certains secteurs, et donc qu'il y ait une espèce de concentration à domicile, c'est quand même une politique de peuplement qu'on n'a pas menée correctement. Donc effectivement, si vous concentrez des précarités sur un territoire, fatalement vous aurez des débordements, c'est trop compliqué à gérer. Or, ça fait quand même des années, et nous on est bien passé, c'est pour ça que quelle que soit notre origine politique, on sait très bien que ces concentrations de peuplement fait qu'on est les seuls à essayer de mettre de l'équité territoriale et de l'équité d'avenir, mais que l'État ne le fait pas. Donc, regardons les choses en face et puis essayons d'être un petit peu solidaires les uns des autres, parce que la solidarité et la prise en charge de toutes les difficultés, tous en même temps, je vais vous dire, à certains endroits, on n'en serait pas où on en est. Donc il faut peut-être regarder non pas ce qu'on est capable de ne pas avoir fait et de se remettre en question nous-mêmes français, c'est-à-dire l'État français, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et il y a des choses qui sont quand même assez simples. Et l'avenir, pour l'instant, personne n'en parle de cette politique de peuplement, parce que traditionnellement, moi j'ai le sentiment que tant que ça reste dans des concentrations, eh bien on peut en parler de loin, mais on peut accepter, tout le monde accepte de ne pas prendre le sujet à bras-le-corps. Or nous, maires de terrain, on prend le sujet à bras-le-corps. Et puisque vous parliez justement de ce que font les maires, enfin vous êtes arrivé, vous êtes
il y avait des maires avant vous à Chanteloup-les-Vignes, mais c'est vrai qu'il y avait des concentrations de population incroyables, enfin dans certains quartiers, et vous avez réussi à faire éclater un peu ça. Mais pas tant que ça. Oui, on a réussi à faire. Mais regardez ce qu'on appelle la politique de peuplement, des attributions de logements. Regardez que les populations les plus précaires, toutes précarités confondues, à la fois la pauvreté, l'absence de connaissance de la langue française, toutes précarités confondues, regardez ce qui existe, eh bien ça continue. Ils continuent à trouver du logement social uniquement dans les quartiers de logement social, c'est-à-dire les quartiers les plus denses. Donc on n'en sortira pas parce qu'on continuera à faire prendre des risques à tout le monde sur l'avenir, donc fatalement à ne pas savoir gérer. Et ça, c'est plus possible. Un maire de cette région, enfin il y a quelques ans, dit c'est pas normal que dans des collèges, j'ai dans des classes 70% de musulmans dans une classe. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est un problème. Enfin, moi je veux bien, sauf que moi ce que je dis, c'est quand j'ai 80% de gens d'origine étrangère, quelle que soit l'origine, mais d'origine étrangère, et avec une méconnaissance de la langue française, en tant que maire, c'est ça qui m'importe, c'est-à-dire c'est déjà on les met pas à égalité de réussite. Je voulais rappeler, sur la primaire, on a Madame Pécresse qui nous parle tout le temps d'immigration. Elle nous parle d'immigration, mais en même temps, c'est elle qui défend les maires de droite qui ne respectent pas la loi SRU et qui du coup empêche cette meilleure répartition des populations. C'est un peu simpliste votre propos. Ouais, c'est un peu simpliste. Souvent. Un peu simpliste. Je vais vous dire, conseil départemental dont une partie sont partis républicains, qu'est-ce qu'on fait? On donne des moyens aux maires qui justement sont très loin de respecter la loi SRU pour pouvoir respecter cette loi SRU, parce qu'il y a aussi une volonté, alors je vous accorde que quelques maires ne sont pas volontaires, mais il y a aussi maintenant, en 2021, la possibilité physique et la possibilité financière. Donc à un moment donné, il faut aussi donner des moyens pour que cette loi soit respectée. On est quand même 20 ans après la SRU, donc ça met quand même tellement de temps. Alors les pour gouvernements arriver. se sont succédés, on ne peut pas dire qu'ils étaient plus courageux les uns que les autres pour le faire respecter. De droite et de gauche. De toute façon, je vous coupe la parole. Parce que là, il faut que vous partiez. Oui, vous êtes 10h30. étudiant. À très bientôt, Quentin. Et Vincent, alors, je voulais qu'on parle un mot peut-être, parce que pour éclairer un peu le débat, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de positions des candidats LR sur l'Europe, sur la suprématie ou pas la suprématie des traités européens, sur les droits internes, sur les propositions notamment de Michel Barnier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce sujet ? Oui, alors c'est un vaste sujet, Patrice, parce que effectivement, c'est vrai que là, on a dans cette. Si vous avez 2 heures devant vous, on peut en parler. C'est au URT, pas. Bon, évidemment, tout le monde voit que c'est assez inédit que lors d'une campagne présidentielle, on parle autant de primauté de droit de l'Union européenne, qu'on parle autant de ces questions d'identité constitutionnelle, nationale, etc., et donc de primauté du droit de l'Union. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que chez les Républicains en particulier, il y a probablement la volonté de combler un vide, et notamment de récupérer des voix à l'extrême droite, que ce soit celle de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, sur les sujets, justement, les sujets européens, mais aussi parce que ce sont, Éric Zemmour, aujourd'hui, n'a pas forcément beaucoup parlé sur les questions européennes. Marine Le Pen, bon, on imagine ce qu'il en pense. Marine Le Pen, elle ne veut plus vraiment sortir de l'Union européenne. Et donc, du coup, il y a la volonté de récupérer ces voix-là, qui grignotent clairement les voix des Républicains. Et puis, il y a aussi la volonté de se démarquer d'Emmanuel Macron. Parce que sinon, comme ça a été dit tout à l'heure, entre LR et Emmanuel Macron, il n'y a pas non plus énormément, en tout cas, il n'y a pas des différences absolument évidentes. Ça donne finalement, avec cette volonté de parler d'immigration, de sécurité, etc., une campagne pendant laquelle, en fait, la plupart des candidats, que ce soit Michel Barnier, que ce soit Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, etc., qui veulent leur propre politique nationale d'immigration et pour cela réaffirmer la primauté des lois françaises sur les lois européennes en matière d'immigration. Bon, le problème, c'est que c'est déjà, je ne vais pas dire que c'est le cas, mais la législation européenne en matière d'immigration, elle est extrêmement permissive et elle est pas très dense. Donc en réalité, les États, et la France notamment, sa politique migratoire, c'est la sienne essentiellement. Donc les lois françaises, ce sont elles qui prévoient en fait les modalités d'immigration. Il y a quelques règles européennes, mais qui en réalité vraiment sont extrêmement permissives et laissent beaucoup de marge de manœuvre aux États. Michel Barnier, par exemple, ça a été un des premiers à dire qu'il voulait faire primer les règles migratoires françaises sur européennes. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis en plus de ça,
Quand on parle d'immigration, on laisse de côté souvent les questions, que ce soit de regroupement familial ou d'asile, qui là sont des droits pour le coup, et sur lesquels il faudrait vraiment apporter des modifications à la fois du droit européen, mais aussi de la Constitution, etc., pour y arriver. Il y a un autre sujet, moi, que je trouve assez important dans cette campagne-là, c'est la question de la place des juges de l'indépendance de la justice. On a vu ça notamment avec la décision du tribunal constitutionnel polonais il y a quelques semaines, qui est un tribunal qui n'est plus indépendant au sens de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui a, par un espèce de coup politique, affirmé la primauté de la Constitution polonaise sur le droit européen. Et là, beaucoup en fait de politiques français, alors à droite mais aussi à gauche, je pense à Arnaud Montebourg, se sont engouffrés dans cette brèche-là pour dire, ben oui, voilà, vous voyez, même le tribunal constitutionnel polonais dit qu'il faut faire primer la Constitution nationale sur le droit européen. Oui. Sauf qu'en réalité ici, c'est pas vraiment un problème de primauté, c'est un problème d'attitude vis-à-vis de la justice et de l'indépendance de la justice. En France, on a un thème récurrent depuis le début du XXe siècle, c'est la question du gouvernement des juges. On a toujours eu peur de nos juges en France, et c'est cette thèse qui est développée au début du XXe siècle. Elle est, comment dire, c'est une sorte de serpent de mer chez les politiques français, et qui ressort beaucoup aujourd'hui. Et ceux qui critiquent, tout comme au début du XXe siècle, le gouvernement des juges ou le risque d'un gouvernement des juges, ce sont ceux en fait qui critiquent le juge lorsqu'il va sur le terrain des libertés essentiellement. C'est là qu'on va critiquer le juge, parce qu'on considère que ça réduit la marge de manœuvre du politique, etc. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Arnaud Montebourg, etc., et aussi la droite de LR sont les premiers à dénoncer les risques de gouvernement des juges. Et donc ils soutiennent en fait le gouvernement polonais dans cette démarche-là, parce que le gouvernement polonais est tout simplement en train de détruire sa justice, et en train de détruire notamment l'indépendance des juges, absolument. Et donc il y a une cohérence en fait idéologique ici entre ce qui se passe en Pologne et la position de certains en France, certains candidats en France, et donc assurer la primauté de la Constitution française sur le droit européen, je vais finir par ça. En réalité, c'est pas ça le vrai sujet de ces candidats-là. Le vrai sujet de ces candidats, c'est diminuer les pouvoirs du juge, c'est contraindre le juge et le politiser pour qu'il suive la ligne du parti au pouvoir. C'est tout, en fait. C'est mettre un terme à l'indépendance de la justice et aux libertés, finalement, et à la protection des libertés des citoyens. Ah oui, vu comme ça, c'est plus grave, si je peux dire, non, hein? Un commentaire là-dessus, non? Oui, alors, très rapidement. Très rapidement, effectivement, les perspectives de faire sortir la France du giron du droit européen, que ce soit le droit qui viendrait de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un non-sens absolu. C'est vraiment, ce sont vraiment des propositions strictement politiques qui sont décorrélées de toute réalité effective en termes de droit. Si on s'en tient simplement à une position et à une analyse juridique, il faut nécessairement concevoir qu'on ne peut plus se passer désormais des apports de l'un et de l'autre. Et on voit tout ce que ça a permis de faire évoluer en termes de société, en termes d'apport. Alors, nos hommes politiques de droite, ils sont très sympathiques. Alors, je ne fais pas une critique des hommes politiques de droite, Jean-Charles, ne vous inquiétez pas. Simplement, on voit, alors, il y a eu beaucoup d'apports de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur les droits des gardés à vue. Peut-être que de quelques hommes politiques de droite ont eu quelques gardes à vue dans un passé récent et ont été ravis de se voir notifier des droits et d'avoir pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat à cette occasion. Donc là-dessus, il faut quand même se féliciter de l'apport de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme. On est aussi dans un droit qui est constamment évolutif, avec des choses qui doivent être prises en compte nécessairement d'aujourd'hui par cette évolution des choses. Par exemple, alors si on sort des libertés individuelles et des droits fondamentaux, nous sommes tous des e-consommateurs dans le cadre du e-commerce, et ces droits du e-commerce, ils sont gérés au niveau de l'Union européenne parce qu'il faut qu'il y ait une harmonisation. Lorsque vous achetez, si vous achetez à une société depuis derrière votre ordinateur, à une société allemande, portugaise, espagnole, vous êtes quand même content et rassuré de savoir qu'un droit uniforme s'appliquera si jamais vous avez une quelconque difficulté. Donc maintenant, regardez le droit d'une manière stricto franco-française, ça me semble être totalement
hors cadre de la société dans laquelle nous vivons maintenant. Et bien sûr qu'on peut faire des critiques à l'Europe. Après, il peut y avoir des réformes, il peut y avoir... Évidemment. Mais se passer de l'apport du droit européen aujourd'hui sur tous les sujets, ça me semble être, d'un point de vue juridique, totalement impossible. Après, il y a des réformes, notamment de Schengen, sur lesquelles un certain nombre de candidats se prononcent, qui peuvent tout à fait être débattus. Peut-être qu'on va partir au dernier sujet, sur la 5e vague du Covid, parce que je sais que c'est inquiétant pour un certain nombre de maires, justement, cette 5e vague. Et puis avec cette question, est-ce qu'il faut confiner les non-vaccinés ? Catherine Arnoux, je me souviens que quand il y a eu les vagues du Covid, c'était très inquiétant pour vous avec le confinement dans un certain nombre de quartiers. C'était difficile. Oui, c'était très difficile. Ça a été difficile d'abord parce que les gens se sont trouvés hors société, hein, et que plus on est dépendant de la société, donc plus on est en situation de précarité, plus le fait d'être dans une société qui n'existe plus, parce que c'est quand même ce qu'on a vécu, était difficile. Donc évidemment, ça a été d'abord l'éloignement, après la pauvreté, parce que la pauvreté, ça s'est tombé très vite sur le dos de ceux qui avaient des petits boulots, dont les enfants étaient plus pris en charge par la collectivité. Et donc nous, maires, effectivement, on a à cette époque-là, on a géré le quotidien plus que de gérer le problème de santé publique, hein, parce qu'on était quand même dans un flou artistique sur la santé publique, sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et après, on a accompagné les efforts de santé et le comportement du gouvernement avec la distribution de masques, avec l'incitation et la mise en place des vaccinations, parce qu'il fallait aussi qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre. Hein. Oui. Est-ce que ça a été difficile dans certains quartiers, par exemple ? Alors, ça a été difficile de mettre en place les vaccinations, oui, mais là, ce n'était pas le fait des habitants, c'était plutôt le fait de l'organisation un peu dogmatique. De se vacciner, par exemple ? Pardon ? De convaincre les gens de se vacciner, ça... Alors, de convaincre les gens de se vacciner, oui, ils écoutent généralement tout, sauf ce qui est raisonnable. Oui. Donc, oui, effectivement, il a fallu les convaincre de se faire vacciner, avec d'abord la conviction et on s'est appuyé à ce moment-là sur tous les supports à la fois associatifs, mais tous les gens de bonne volonté des territoires pour lutter contre des propos inconsidérés. Donc on a réussi à faire vacciner par vagues comme ça les plus fragiles. Néanmoins, nous sommes des territoires sur lesquels on écoute plus Facebook qui que ce soit d'autre, et les propos un peu délirants plus que le sérieux. Donc on a encore des taux de vaccination qui sont moindres et on le déplore. Et du coup on a des obligations de prise en charge un peu compliquées, mais du coup là aussi, on peut s'apercevoir que ça complique la vie de tous, puisque par exemple, ces passes sanitaires sur lesquels, c'est un fait, je ne vais pas dire c'est bien ou mal, mais c'est un fait, évidemment, ça donne beaucoup plus de contraintes à ceux qui ne sont pas vaccinés et qui sont plus éloignés de ce qu'ils ont l'impression que le risque, c'est pour les autres, mais jamais pour eux. Voilà. Ouais. Et donc, est-ce qu'il faut confiner les non-vaccinés ? Moi, je dis, il faut vacciner les non-vaccinés. Oui, il faut déjà vacciner les non-vaccinés. Oui. Et peut-être, alors après, il faudra poser la question, est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire, ce qui est encore autre chose. Bien sûr, le vaccin obligatoire. Non, il y a un phénomène... Quand on est petit, on est vacciné. On a 11 vaccins obligatoires en France. Il y a des vaccins obligatoires. Et je ne comprends même pas pourquoi on peut se poser la question. Le premier la ministre de la Santé de ce gouvernement a imposé assez rapidement 11 vaccins obligatoires, alors qu'il y en avait à cette époque-là 6 dans mon souvenir. Est-ce que ça fait un tollé général ? Non. Or, ça s'adressait aux enfants de 2 mois et demi. Oui. C'était peut-être là qu'il fallait rouspéter. S'il y avait à rouspéter. Voilà, s'il y avait à rouspéter. Et là, tout le monde a trouvé que c'était une évidence. Mais oui, c'était une évidence. La protection individuelle ne se fait que par une obligation de protection collective. Ça fait des générations qu'on vit comme ça. Et on arrive à convaincre les gens petit à petit que parce que on sait que c'est ensemble qu'on se défend contre un virus, une bactérie. Enfin, on n'a qu'à regarder l'histoire. Pourquoi on vaccine plus contre la variole ? Parce qu'on a tellement vacciné qu'il n'y a plus de variole. Voilà. Absolument. Regardons simplement combien on a été efficace. Enfin,
Ouais. Non, mais moi, enfin, oui. Non, bien évidemment, Mais après, ce qui est assez intéressant, c'est assez marrant parce qu'il y a toujours des discours. Regardez, on s'en sort mieux que les autres. Regardez, à un moment, on disait, regardez les Allemands, c'est formidable, ils ont un système qui fait que ça. Et puis, ils ont eu la vague comme nous après. Et là, on disait, regardez les Allemands, oh là là, ça va très mal se jouer. Mais nous, paf, la vague vient après, enfin, après l'Autriche et l'Allemagne. C'est vrai que, voilà, il y a rien à faire. Enfin, c'est mutant. Sauf en effet la vaccination. De toute façon, avec les libertés de circulation, il est évident qu'on n'est jamais protégé du virus, sauf à ce que nous nous replions tous sur nous-mêmes, ce qui de toute façon n'est pas possible. Alors moi, sur ce sujet-là, de toute façon, je pense que nous sommes tous d'accord autour de ce plateau sur la position à avoir par rapport au vaccin. La question que je me pose, c'est dans l'hypothèse où le gouvernement envisagerait de confiner les non-vaccinés, sera-ce possible sur un plan strictement juridique? Alors peut-être que Vincent aura son avis aussi. Il va y avoir une difficulté, à mon avis, sur un plan de la... Alors, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, c'est vraiment une réflexion à voix haute que j'ai, c'est est-ce que discriminer une partie de la population, si la vaccination n'est pas obligatoire, est-ce que ce sera possible? Alors pour le coup, le gouvernement, si jamais la situation survient, la question advient, est-ce qu'il aura, outre une volonté politique, la possibilité juridique de confiner les non-vaccinés? C'est une vraie question. Je suis pas totalement certain. Peut-être un éclairage de Vincent là-dessus rapidement sur le vaccin obligatoire. Est-ce que c'est juridiquement possible et le confinement des non-vaccinés alors je suis assez d'accord. Je vais partager les doutes de Geoffrey Meyer parce que lorsque il avait été question en plein cœur de la pandémie de ne confiner que les personnes âgées, au surligneur, on s'était posé la même question. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir ici une discrimination qui n'est pas justifiée? Est-ce que notre Constitution le permettrait tout simplement? On avait émis de sérieux doutes par rapport à ça. Aujourd'hui, donc, on pourrait dire que la question est à peu près la même pour l'obligation vaccinale ou le confinement des non-vaccinés, en tout cas pour le confinement des non-vaccinés, et j'émettrai les mêmes doutes. Maintenant, vous savez, rien n'est impossible. Le droit a aussi certaines marges de manœuvre et d'interprétation. Et si le gouvernement s'aventurait sur cette voie-là, on ne peut pas préjuger de ce que dirait le Conseil constitutionnel, surtout dans une période où le virus fait encore peur, etc. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, j'ai aussi quelques doutes, mais voilà, il faut espérer... En fait, l'idéal, ce serait de ne pas avoir à mettre en œuvre ce genre de mesures. Et que les gens se vaccinent volontairement sans qu'on à les obliger. L'idée même de confiner les gens est absolument aberrante, que ce soit des vieux, des non-vaccinés, etc. Qu'on interdise les lieux de plaisir, de détente, les lieux publics, tout à fait d'accord. Mais on a quand même le droit de se promener et d'aller où on veut. Qu'on interdise aux non-vaccinés d'aller dans des restaurants, très bien. Qu'on interdise les boîtes de nuit, qu'on interdise les restaurants, les cinémas, tout ce qu'on veut, très bien. Mais la liberté de circuler, on ne va pas enfermer les gens quand même parce qu'ils ne sont pas comme nous. C'est au-delà du droit. Que ce soit faisable ou pas, ça m'est égal, moi. Bon, a priori, sur la notion même de confinement, je pense qu'elle est assez évolutive aussi. Je pense que la notion de confinement, telle qu'on l'entend désormais en novembre 2021, c'est plus le confinement que nous avions subi en mars 2020. Ouais. Mais effectivement, même restreindre, dans l'hypothèse où on restreindrait la liberté de circulation, la liberté d'aller et venir des personnes qui ne sont pas vaccinées, pas sur un mode aussi contraignant que celui que nous avons subi en mars 2020, se poserait quand même, in fine, cette question juridique, ce débat sur est-ce que c'est possible ou non. Et là, après, il peut y avoir aussi le pass sanitaire soumis aux 3 vaccins, enfin, etc. Un certain nombre de vaccinations, qui est quand même la solution probablement la plus simple. Le confinement d'une partie de la population seulement, je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Donc je pense que personne ne va s'embarquer dans un truc aussi compliqué en n'étant pas sûr de l'efficacité du dispositif. D'autant que c'est à mon avis, une mesure qui est, on l'a présentée, tellement compliquée et délicate, tant sur le plan juridique que politique, qu'elle n'adviendra que si jamais la situation se dégrade de manière extrêmement forte et extrêmement significative. A priori, alors sans faire partie des 60 millions d'épidémiologistes en France, il y a encore des solutions à l'heure actuelle qui permettraient d'aboutir à un autre résultat.
notamment par les gestes barrières, notamment par la vaccination d'une 3e dose, et notamment par la reprise de bons réflexes que nous avons peut-être perdus en ces temps un peu moins troublés que ceux que nous avons connus. C'est très simple, regardez les autres maladies transmissibles, les bronchiolites, les grippes reprennent, alors qu'on n'en avait pas eu l'année dernière. Ce qui est bien une preuve qu'on a baissé la garde. Donc si ça doit être un signe, eh ben, relevons la garde et refaisons attention dans nos comportements quotidiens. Merci infiniment. Merci beaucoup, Catherine Arnoux. Merci beaucoup, Jean-Charles Lajoigny, Geoffroy Meyer. Merci beaucoup. Vincent Couronne. Merci à Quentin Desmaires, qui est loin de nous maintenant. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Merci.